Bonjour à tous. On va, on va commencer doucement ce rendez-vous de l'Unilette et des légumiers de demain. Donc, bienvenue. Je pense qu'on a trouvé l'écrin idéal pour accueillir notre filière française végétale, effectivement en étant en belle plante aujourd'hui. Je salue également ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous physiquement, mais qui sont connectés. Et je rappelle à ceux qui sont connectés comme à ceux qui se présentent dans la salle qu'ils auront la possibilité de poser des questions. Alors, via l'outil connecté pendant la conférence ou à la fin de la conférence, bien évidemment, nous serons à votre disposition. Le premier point, je tiens à vous rappeler juste, l'Unilette, c'est bien une interprofession. L'interprofession des légumes en conserve et surgelés. Elle est constituée de deux collèges distincts et très complémentaires, qui sont un collège production, un collège de producteurs de légumes, et un collège de transformateurs du légume. C'est pour ça aujourd'hui, effectivement, que vous avez, donc pour m'accompagner, trois personnes. Donc moi, je m'appelle Cyril Auguste, je suis le président de l'Unilette. Vous avez également Jean-Claude Oran, qui lui est le président du CNLD et donc du collège production. Christophe Basile, à mes côtés, lui en charge du collège des transformateurs. Et puis Cécile Ledouaré, également présente, qui est la directrice générale de notre interprofession. Voilà. Au programme aujourd'hui, hop là, excusez-moi, on va revenir. Au programme aujourd'hui, très rapidement, on souhaitait en fait donner suite à plusieurs rendez-vous qui ont déjà eu lieu. Certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion d'être en contact avec notre filière. C'était le cas au mois de septembre notamment, où nous avons eu l'occasion de visiter nos champs et nos usines. Pour certains d'entre vous, parfois peut-être aussi à l'école Ferrandi il y a 2 ans. Aujourd'hui, notre proposition, c'est de vous faire un point sur la conjoncture de la filière. Vous allez voir avec un paradoxe, finalement une situation où nos produits, les produits que nous travaillons, n'ont jamais été aussi essentiels et pertinents pour les consommateurs. Et toutefois, cette filière reste une filière fragile, à la pérennité menacée. Et puis, on va bien évidemment vous partager avec vous en fait, nos propositions de réponse pour faire face à ces défis à travers une démarche responsable que nous avons baptisée les légumiers de demain. Et ce sera aussi l'occasion pour nous de vous donner notre position sur le plan de souveraineté fruits et légumes actuellement en cours de travail. Sans rentrer dans trop de chiffres, tout en sachant que vous avez l'essentiel de ces informations dans le dossier qui vous a été remis, il est important de repositionner ce que sont les légumes en conserve et surgelés. Ça représente 1/3 des surfaces de légumes cultivées en France. C'est donc une filière majeure. 4500 producteurs, donc beaucoup de producteurs qui sont des polyproducteurs, qui ne font pas que du légume. Et c'est au final plus de 10 000 emplois induits, et ça représente une portion de légumes sur 4 consommée par les consommateurs en France. Donc finalement, une consommation très étendue, d'ailleurs qui touche quasiment tous les foyers, puisqu'on est à 93% de pénétration. Donc voilà, c'est une filière agricole française d'excellence majeure et un acteur économique important. Sans s'étendre plus sur l'année 2022, on vous propose juste de vous dire quelles sont les grandes tendances et quelle est la conjoncture avant d'arriver aux défis plus structurels. La conjoncture, c'est celle d'une année 2022 dont on sait que, sans parler de culture, elle aura été l'une des plus chaudes jamais enregistrées et également l'une des plus sèches. Et ces deux phénomènes ont bien évidemment particulièrement impacté nos activités agricoles bien évidemment, parce que on a dû faire face à des restrictions d'irrigation, des concurrences entre les cultures, qui ont fait que les rendements agricoles ont été particulièrement impactés. Ça a créé tout au long de la filière, notamment dans les outils industriels, beaucoup d'irrégularités dans les apports, certains arrêts de sites industriels, et puis surtout des matières agricoles qui n'étaient pas toujours non plus à la qualité nécessaire pour pouvoir les travailler. Vous avez ici un exemple sur une culture plus critique, qui sont les haricots verts, où on a par exemple effectivement plus de 10% des volumes qui n'ont pas pu être récoltés en ligne avec nos prévisions. Et c'est quasiment un quart aussi en Bretagne, qui est un bassin de production majeur. Donc voilà, donc effectivement une campagne, parce que c'est important de comprendre ça, ce sont des légumes de campagne, des légumes de plein champ cultivés entre la fin du printemps et le début de l'automne, et tous récoltés en saison. D'un point de vue consommation, tout d'abord vous dire que, en ce qui concerne les conserves de légumes,
Après une année 2020 particulièrement atypique qui avait rappelé que ces produits de longue conservation avaient été particulièrement pertinents en période de confinement, on a retrouvé en fait une croissance volume par rapport à 2021 qui est significative et qui nous rappelle effectivement le caractère essentiel et pertinent de ces produits apertisés, comme on les nomme, puisque c'est le nom technique de la conserve. Côté surgelé, on a une évolution qui reste négative après 2 années extrêmement fortes de consommation qui ont pu constituer aussi du stockage. La réalité, c'est que l'été chaud de 2022 a aussi laissé la part belle dans les rayons au surgelé sucré. Et oui, ce n'est pas forcément le même usage, mais c'est dans les mêmes bacs que se commercialisent les glaces et les crèmes glacées et nos légumes surgelés. Donc ça a aussi partiellement impacté notre consommation, mais dans une mesure qui reste tout à fait raisonnable comparée à l'ensemble de l'évolution des catégories surgelées salées. Voilà, on ne voulait pas vous faire un panorama trop détaillé ni trop long de la situation économique de la filière, mais effectivement un été compliqué, mais une consommation et des tendances de consommation qui restent très, très pertinentes. Je vous parlais tout à l'heure d'une situation paradoxale. Je vous propose de rentrer justement à travers les deux aspects de ce paradoxe, notamment à travers l'étude en fait, de la pertinence de nos produits pour le consommateur français, avec Christophe. Merci Cyril. Bonjour à tous. Donc oui, en effet, une situation paradoxale parce que nos produits répondent et sont plébiscités par les Français. Tu peux les défiler. C'est bon, trop tard. Tout d'abord, en termes de conservation, ils sont plébiscités pour leur conservation, pour leur gain de temps à domicile, mais également pour le stockage. Ils prennent peu de place, ils sont faciles à stocker. En termes de consommation, on s'aperçoit qu'au moins une personne sur 2 en consomme 1 fois par semaine, ce qui nous donne des taux de pénétration très forts, qu'on voit 95% des foyers en France qui utilisent de la boîte de conserve et 84% des surgelés. C'est une pénétration excessivement forte. Le deuxième aspect, c'est sur l'aspect nutritionnel. Aujourd'hui, dans l'acte d'achat des Français, le critère bon pour la santé arrive en numéro 2, avant le prix. Nos produits sont bien plébiscités. Pour quelles raisons ? Déjà parce qu'ils sont riches naturellement en vitamines et en fibres, avec des particularités comme la carotte très riche en vitamine A, les épinards très riches en vitamine C. Et de plus, notre procédé et nos cycles de transformation permettent en moins de 5 heures de les transformer, et ce qui permet de garantir cette teneur en vitamines et en nutriments, ce qui est une force de notre filière. Et bien évidemment, tous ces chiffres sont mesurés et viennent d'études très sérieuses et qui montrent que globalement, nos produits dits transformés sont aujourd'hui meilleurs en nutriments que si on avait un légume de première gamme. Troisième, l'aspect sociétal et l'aspect empreinte environnementale. On a des produits qui participent et qui favorisent la transition alimentaire, c'est-à-dire plus de végétal et plus de local. Aujourd'hui, quasiment 1 Français sur 2 devient flexitarien et nos produits sont vraiment en ligne avec cette tendance. Et deuxièmement, l'aspect origine. On a dans notre filière mis en place un logo que vous voyez bien au tableau, Fruits et légumes de France. On peut dire qu'on est en croissance. Aujourd'hui, à date, on arrive à 39% des conserves qui ont ce logo sur leurs étiquettes et 34% sur les surgelés. On est vraiment en pleine croissance, ce qui permet aussi de tirer cette catégorie vers le haut. Autre aspect du développement durable, l'aspect anti-gaspi. Grâce à nos produits, on a également une excellente gestion de ce qu'on appelle la portion. Les surgelés sont refermables et peuvent être stockés. Et les boîtes de conserve ont aussi différents grammages qui permettent d'adapter la consommation et d'éviter le gaspillage et d'éviter de jeter des produits. Voilà pour ces points positifs, entre guillemets, c'est les points qui nous permettent d'avoir une pérennité. Mais par contre, cette pérennité, elle est menacée. Et je vais laisser la parole à Jean-Claude. Non, d'abord à Cyril, excuse-moi. Oui, alors,
C'est vrai qu'on a des bons produits, on a des produits abordables, on a des produits qui sont aussi nutritionnellement parfaitement adaptés. Et pour autant, sans vous faire le bureau des pleurs, parce que c'est pas ça. L'idée aujourd'hui, on va surtout vous parler de nos propositions pour apporter des solutions à ces défis. On va quand même passer un petit peu de temps pour vous expliquer ces défis. Le premier, c'est que, bien évidemment, dans la conjoncture actuelle que vous connaissez, comme l'ensemble ou un grand nombre en tout cas de filières économiques et de filières alimentaires, aujourd'hui, nous faisons face à une augmentation des coûts qui est sans précédent sur l'ensemble de notre activité. Ça commence dès l'amont agricole. Vous avez ici quelques exemples à travers le coût des engrais qui sont nécessaires à nos cultures, qui a augmenté de 75% l'année dernière. Le coût, bien évidemment, des carburants qui sont nécessaires au transport, au travail de la terre, mais aussi sur nos sites. L'énergie, c'est le premier poste d'augmentation, bien évidemment, de nos coûts industriels. Vous avez ici l'évolution de le coût de l'énergie, hein, plus de 165%. C'est bien évidemment des hausses qui sont sans commune mesure avec quoi nous avons pu être habitués. Et puis c'est également le cas sur l'ensemble des autres postes nécessaires à la transformation et au transport et au conditionnement pour les consommateurs, notamment l'emballage, où vous voyez des hausses qui sont toujours toutes très élevées et à deux chiffres. Donc ce choc d'inflation, c'est un facteur de fragilisation majeur et c'est un vrai défi en soi. Toutefois, on a quand même l'opportunité de constater que malgré ces coûts, nos produits restent effectivement accessibles, mais qu'en réalité, cette inflation qui reste à date encore inférieure à l'inflation moyenne de l'alimentaire, qui est à deux chiffres, elle s'accélère parce que, bien évidemment, l'inflation continue des moyens de production nous amène inéluctablement à appliquer des hausses de prix qui vont impacter nos produits. Le dernier point, c'est qu'on ne peut pas parler de prix sans penser compétitivité, parce que bien évidemment, augmenter les prix, ça n'est pas sans conséquence quand on est dans un marché européen, quand on est dans un marché ouvert. Et l'un des enjeux, cette fois-ci à plus long terme de cette filière, c'est aussi d'être capable d'être compétitif par rapport aux autres acteurs communautaires. Donc, si on devait retenir un seul chiffre, c'est que la balance commerciale des légumes en conserve et industrie, elle s'est dégradée en 10 ans. En 20 ans. Vous voyez, de moins 60 millions à moins 260 millions. En réalité, nous avons une autonomie nationale qui n'est que de 40%. Nous faisons appel à une importation importante sur ces légumes d'industrie. Et plus important, nous voyons que la capacité française à exporter s'est réduite, puisque les volumes exportés ont réduit quasiment de moitié sur la conserve depuis 2010, et puis également sur le surgelé dans une moindre mesure de 14%, pendant que plusieurs pays européens ont eu la possibilité de développer justement leur exportation. Donc, rester compétitif pour le consommateur, rester compétitif face à nos concurrents européens, bien évidemment aussi. Le dernier point, bien évidemment, il concerne le changement climatique. Et là, effectivement, c'est Jean-Claude qui va vous en parler. Oui, merci Cyril. Alors, une filière particulièrement exposée aux conséquences du changement climatique. Et aujourd'hui, nous sommes en plein dedans, nous y faisons face, nous constatons surtout, pour des raisons simples, c'est que d'une part, on l'a dit tout à l'heure, nous sommes sur des cultures de saison, des cultures de plein champ, mais avec des cycles de vie très courts. La particularité de nos légumes, justement, c'est d'avoir des cycles courts. Je prendrai l'exemple de l'épinard. On est sur 50 à 60 jours. Le haricot vert, 60 à 70 jours. Une sécheresse ou des vagues de chaleur, une canicule, a des effets négatifs sur ce type de culture, puisque sur des durées aussi courtes, la plante n'a pas capacité à résister et n'a pas capacité surtout à compenser. Nous avons constaté sur l'été 2022 des choses que nous avions, on va dire, jamais vues, ou pratiquement jamais vues, c'est que l'effet de la canicule a eu un effet sur la fécondation des légumes. On a des fleurs qui ont avorté, donc les conséquences sont immédiates. Qui dit avortement des fleurs, ça veut dire des rendements qui ne sont pas au rendez-vous, qui sont en baisse. Nous avons constaté aussi des problèmes de qualité avec les baisses de rendement. Donc des baisses de rendement qui étaient parfois conséquentes, puisque l'été dernier, sur des haricots verts, nous avons eu des secteurs et des périodes surtout à moins 40% de ce que l'on avait prévu. Donc c'est du jamais vu. On n'avait jamais imaginé d'ailleurs qu'on puisse faire des rendements
aussi faible, et c'était lié à la canicule et à la sécheresse. Et puis bien la pénurie d'eau. La pénurie d'eau pour les légumes, ça génère un stress hydrique sur la plante. Et donc ça a un effet non seulement sur les volumes, sur le rendement dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais surtout sur la qualité du produit, la qualité des légumes. Donc la qualité des légumes, ben, je vais prendre des exemples très concrets. En pois, ben, les petits pois sont trop durs. En haricots, vous avez des haricots avec du grain et avec du fil. Donc ils deviennent immangeables, non transformables, non consommables. Donc ça crée énormément de problèmes. Donc le réchauffement climatique, ça a des effets, on va dire, immédiats sur le type de culture que nous avons sur nos légumes. Le réchauffement climatique a aussi d'autres effets, notamment un climat sec, ça induit aussi une évolution des pressions sanitaires sur nos cultures. C'est un peu différent par rapport à ce qu'on a connu ces 20 dernières années. Des dégâts sanitaires, donc on a moins de maladies, donc ça, on va dire, c'est plutôt positif, mais on a plus de ravageurs. Donc beaucoup plus de ravageurs, avec malheureusement un manque de moyens et de solutions pour protéger nos plantes. Donc des baisses de rendement, moins de protection, et nous livrons un produit qui est parfois non conforme au cahier des charges qui nous est demandé par nos industriels et par le consommateur, bien entendu. La baisse de rendement, ça induit aussi, et c'est la spécificité d'ailleurs de notre filière, ça induit des effets boule de neige avec les plannings en usine. J'explique, quand vous avez une campagne qui est perturbée due à des aléas climatiques tels qu'on a connus l'été dernier, ben les plannings ne sont pas respectés. Et quand les plannings ne sont pas respectés, les outils industriels ne sont pas approvisionnés en temps et en heure, en volume et surtout en qualité. Donc une baisse de rendement, ça induit au niveau industriel des coûts supplémentaires de fabrication liés à des triages excessifs, des rendements en usine qui sont non satisfaisants, et en débit et en qualité produit. Donc voilà ce que nous avons vécu l'été dernier. Voilà ce que ça induit d'avoir sécheresse et canicule. Et puis malheureusement, tout à droite, hein, on a mis une projection de ce qui va probablement nous arriver, tout du moins c'est ce qu'on nous dit régulièrement. Donc en se projetant à 2030, on voit que globalement, en moyenne, on va avoir une augmentation en degrés de 4,4 degrés en moyenne. Hein. Il y a des régions où il y a un peu plus, il y a des régions où il y a un peu moins. Mais globalement, on tend vers cette augmentation de température. Donc une situation qui se cumule au changement climatique. Et pour y faire face, on a quelques leviers, mais ce n'est pas toujours évident et c'est surtout pas toujours facile justement d'actionner tous ces leviers. Tout d'abord, je commencerai par l'accès à l'eau. L'accès à l'eau, c'est un incontournable pour les productions en qualité de légumes. Et je vais vous réexpliquer que sur des légumes qui ont un délai court de végétation, le moindre manque d'eau pendant le cycle est fatal. Il n'y a pas de récupération possible. La plante n'a pas capacité justement à récupérer. Donc nous priorisons sur nos exploitations, nous priorisons l'irrigation sur les légumes, tout du moins pour ceux qui sont en capacité d'irriguer. Et c'est une priorité par rapport à d'autres cultures. Hein, le légume est priorisé. Pour vous donner un exemple, l'irrigation en France, c'est grosso modo 3 milliards de mètres cubes d'eau qui sont utilisés. Et nous utilisons 1,3% de ces volumes pour irriguer nos légumes. Donc autant dire que c'est vraiment une part extrêmement faible du volume global qui peut être utilisé en France. Sur cette restriction d'eau, on s'est rendu compte l'été 2022 qu'il y avait une restriction qui était de plus en plus fréquente d'année en année, parce que bien sûr l'eau est gérée collectivement par les collectivités, par tous les gens, tous les acteurs qui justement ont accès et ont besoin de l'eau, ce qui est tout à fait normal.
Mais on constate aussi que nous, dans notre filière, nous avons des besoins en augmentation pour l'irrigation. Donc plus de surfaces légumières qui sont implantées ont besoin d'être irriguées, ce qui n'était pas le cas forcément il y a 10 ans ou il y a 15 ans. Il y a certaines cultures légumières qui pouvaient se passer d'irrigation. Aujourd'hui, elles sont demandeuses, elles ont besoin. Et puis on a des bassins, je citerai le bassin du Grand Ouest, notamment la Bretagne, qui est une région où il y avait besoin de moins irriguer que sur des autres régions de France. Et on s'est rendu compte ces dernières années que la problématique était sensiblement la même. Alors peut-être moins intense que bien sûr dans le sud, mais il y avait quand même un besoin important d'irrigation pour mener à bien nos cultures légumières. Alors pour bouger les lignes, on applique bien sûr, bien évidemment, la réglementation qui est en vigueur, mais qui est une réglementation complexe, qui est très lente, avec une politisation et des controverses sociétales. Donc il faut composer bien sûr avec tout ça. Il faut quand même savoir que la loi sur l'eau est excessivement restrictive et bloquante sur certains dossiers. Donc c'est très compliqué. Pour vous donner une idée, sur les 3 grands bassins de production que nous avons en France, dans le sud-ouest, 100% des légumes sont irrigués. Dans les Hauts-de-France, il y a à peu près 60% des légumes, je parle au global, qui sont irrigués. Et dans le Grand Ouest, on a 40% seulement de légumes qui sont irrigués. Concernant la protection des cultures, donc sur la protection des cultures, il y a 99% des 77 usages agronomiques majeurs que nous avons qui sont menacés par le retrait des produits phytosanitaires. Et nous avons 70% des substances actives menacées par un retrait dans les 2 années qui viennent. Les usages agronomiques, c'est la protection de la culture, c'est le suivi de la culture. C'est-à-dire si elle est malade, il faut regarder si on a quelque chose qu'on peut faire pour justement solutionner le problème. Si on a des mauvaises herbes dans le champ, il faut faire en sorte de désherber, etc., etc. C'est la protection des cultures, dans le sens large. Donc nous avons à faire face aussi, et ça on le dit depuis très longtemps, mais je vais le redire parce que c'est très important, on a une lutte qui est inéquitable, c'est-à-dire qu'on a des distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne. Donc nous, on demande à ce que les agriculteurs français soient traités sur les mêmes bases que les agriculteurs européens, puisque le marché à laquelle nous avons accès, c'est le marché européen. Donc il y a des produits européens qui rentrent en France et il y a des produits français qui sont exportés, bien sûr, dans les pays autour de nous. Donc nous ne restons pas les bras croisés. Sachez que nous ne restons pas les bras croisés. Nous avons une recherche active, très active, pour trouver des solutions alternatives. Et les moyens de la filière qui sont consacrés donc aux recherches et expérimentations, ça représente les 3/4 de nos budgets, ce qui est quand même très conséquent. Et nous demandons plus de moyens pour justement aller plus vite, parce qu'il y a urgence. De nouvelles technologies arrivent sur le marché, on en voit qui pointent, mais il faut, soyons proactifs pour trouver des solutions le plus rapidement possible. Je pense qu'il faut que c'est un engagement de tous, il faut que chacun à sa place, chacun à son poste, puisse ne serait-ce qu'apporter son grain de sable, mais puisse appuyer et faire en sorte que nous atteignions les objectifs le plus rapidement possible. Merci Jean-Claude. Slide. Ah, j'ai déjà fini, excusez-moi. J'avais encore plein de choses à vous raconter. Tu vas revenir dans quelques slides. D'accord. Merci beaucoup. Donc, je crois que le message important de Jean-Claude, c'est on ne reste pas les bras croisés, on ne reste pas les 2 pieds dans le même sabot, et c'est le message qu'on a envie de vous faire passer. Nous sommes conscients que nous avons aussi notre rôle dans la façon d'adresser les challenges et les défis auxquels cette filière elle est confrontée, parce qu'elle a de l'avenir, et puis on a des arguments. Donc, c'est tout l'enjeu, et c'est tout le point de départ, effectivement, de cette démarche durable que l'on a baptisée, qu'on va présenter, qui s'appelle les légumiers de demain. Cette démarche, ça consiste tout simplement à faire notre part. Faire notre part pour résoudre ces problèmes, le faire savoir, des événements comme aujourd'hui en font partie,
et puis savoir aussi faire appel au support, notamment de la force publique, pour pouvoir nous accompagner et nous soutenir dans ces démarches. Donc, cette démarche des légumiers de demain, elle s'appuie, on va dire, sur 3 piliers que vous allez avoir la possibilité qu'on va vous illustrer avec quelques exemples, qui sont bien évidemment un engagement à privilégier des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Donc un pilier environnemental très clair. Le deuxième, c'est un pilier économique, social, qui consiste à, bien évidemment, valoriser le travail des acteurs et à sécuriser aussi les acteurs de la filière pour une création de valeur qui soit juste, mais aussi pérenne, puisqu'on parle bien de pérennité. Et le dernier point, c'est celui qui est probablement le plus évident, mais sur lequel on ne transigera jamais, c'est celui de continuer à produire des légumes qui sont bons, qui sont sains, qui sont locaux et conformes aux attentes des consommateurs qui les plébiscitent déjà aujourd'hui. Alors tout ça, ce sont des grands axes. En réalité, ce travail collectif, collégial au sein de la filière entre producteurs et transformateurs, il s'est matérialisé par 10 engagements. 10 engagements qui peuvent être parfois techniques, que vous aurez et auxquels vous avez accès dans le contenu qui vous a été remis, et qui viennent chacun alimenter, concrétiser, mais surtout, véritablement, sans paraphrase ni pléonasme, véritablement engager les 4500 producteurs, les 5000 collaborateurs, les 23 sites de production qui seront effectivement sollicités pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc je l'ai dit, vous pouvez les lire ici rapidement. Ces engagements, ils sont au nombre de 10. Ce serait un petit peu fastidieux de passer à travers chacun de ces exemples. On a décidé d'en extraire 4 pour vous illustrer un petit peu concrètement ce dont il s'agit et comment on pense qu'on va apporter une partie des réponses aux problèmes auxquels nous faisons face. Sur le troisième pilier, qui est la production, produire des légumes bons, on va vous présenter la partie nutrition. Donc pourquoi cet engagement ? Comme on voit, c'est malgré l'intérêt qu'ont nos légumes, aujourd'hui, on s'aperçoit que la consommation est en... malheureusement, la consommation de légumes, merci Sono, la consommation de légumes est en érosion et surtout inverse avec les recommandations du Programme national de nutrition et santé. Et on s'aperçoit que 2 tiers des Français ne suivent pas cette recommandation. Et c'est même encore plus accéléré chez les enfants, puisque c'est 3 sur 4. Donc nous, nos 2 axes de travail sont faciliter la compréhension des qualités nutritionnelles de nos légumes, donc un aspect plutôt pédagogique. Et deuxième action, c'est poursuivre l'amélioration du profil nutritionnel de nos légumes, de nos produits. Et l'objectif qu'on s'est donné pour 2027, c'est d'avoir 80% de tous nos produits consommés notés A ou B au Nutri-Score. Je passe la parole à Jean-Claude. Merci Christophe. Alors, pourquoi cet engagement ? Parce que 81% des Français sont favorables à l'interdiction des produits phytosanitaires les plus dangereux. Ce qui est très facile à comprendre. Mais nous aussi, nous voulons des pratiques plus vertueuses. Mais 99% des enjeux sanitaires majeurs sont menacés par le retrait d'une substance active et très rapidement. Cependant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'a pas de production si on n'a pas de solution. L'un ne va pas sans l'autre. Les producteurs, les agriculteurs ne produiront des légumes que si on apporte des solutions. Donc il y a urgence justement à évoluer, il y a urgence à changer notre modèle de production, on est bien d'accord, on veut atteindre ces objectifs, mais on ne peut pas, sur un laps de temps probablement assez court, se passer de moyens de protection qu'on a eu jusqu'à maintenant parce qu'on n'a pas d'alternative, on n'a pas de solution de remplacement. Et ça, c'est inquiétant. Le problème, c'est que l'administration avec qui on est en lien ne comprend pas toujours les spécificités de nos productions. On a des pas de temps qui ne rentrent pas dans les tableurs Excel ou dans les tableurs du numérique, hein, parce qu'on est tellement habitué à ce que tout rentre dans les cases et puis on passe au suivant. On travaille sur du vivant, on travaille sur du végétal. Ça ne se passe pas toujours comme on l'a prévu. Et c'est extrêmement compliqué. Donc, il y a vraiment un enjeu
on a bien compris, si on n'a pas de solution, ben, il n'y a pas de production. C'est aussi simple que ça. Cependant, on doit maîtriser bien sûr les enjeux sanitaires, toutes les problématiques qu'on rencontre sur nos cultures, mais l'objectif derrière, c'est bien sûr de maintenir un équilibre économique de notre filière qui est en jeu. Cet équilibre est vraiment en jeu. Il est indispensable pour garder l'attractivité de nos métiers, de notre métier. Alors ça se fait par de la valorisation, bien sûr, mais pas que. Ça se fait aussi justement par des solutions qu'on amène aux producteurs pour pouvoir produire et mener à terme ces productions. Au niveau de l'interprofession, nous avons des positions très très engagées et très claires. Nous ne nous opposons pas du tout aux interdictions. Ce n'est pas ça le sujet. Nous voulons évoluer dans le sens, nous voulons obtenir la même chose que le consommateur, que tous les citoyens. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il n'y a pas d'ambiguïté. On a un effort de recherche qui est sans précédent, mais qui est indispensable et qui est impératif pour trouver des solutions. Les distorsions de concurrence, je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais les distorsions de concurrence, elles doivent être combattues. On ne peut pas continuer de travailler à côté de nos voisins et de ne pas appliquer les mêmes règles. Donc, elles doivent être combattues entre les pays membres de l'Europe. Pourquoi cet engagement? Parce que je vous avais bien compris tout à l'heure, slide suivant, je vous ai expliqué sur l'utilisation de l'eau ou le besoin indispensable de l'eau pour produire des légumes. Donc s'il n'y a pas d'eau, eh ben, il n'y a pas de légumes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de jardiner chez vous, mais en plein été, si vous semez des haricots et que vous ne les arrosez pas, il ne se passe rien, vous n'avez rien et le haricot ne donne rien. Donc dans un contexte de raréfaction de la ressource, il y a nécessité de reconnaître une priorité à l'usage agricole, mais aussi industriel. Donc est-ce que notre filière, est-ce que la production légumière est une priorité dans notre pays? Oui ou non? C'est possible que ce ne soit pas prioritaire, mais à un moment donné, il va falloir qu'on se pose quand même les bonnes questions. Nécessité à démontrer un emploi raisonné et économe de l'eau. Alors ça, on est tout à fait d'accord, pour pouvoir à la fois être audible et être crédible. Et nous mettons tout en œuvre, justement, pour avoir une utilisation économe de l'eau sur l'irrigation de nos cultures. Alors, je donnerai un point d'intention quand même par rapport à tout ça. C'est que je vais vous citer, par exemple, que ces dernières décennies, nous avons toujours eu plus de surfaces qui ont été semées, qui ont été emblavées, par rapport au prévisionnel qui nous avait été annoncé. Sauf que depuis ces 2 dernières années, ce n'est plus du tout le cas. Ces 2 dernières années, entre les surfaces qui nous sont annoncées et les surfaces qui sont réellement emblavées, semées, eh bien, on n'atteint pas nos objectifs. Ça, c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais connu jusqu'à il y a 2 ou 3 ans. Donc, c'est quand même un point d'alerte où il faut vraiment se demander pourquoi, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les raisons pour lesquelles, justement, les producteurs, à un moment donné, jettent l'éponge et refusent de semer. En 2022, faute de capacité d'irrigation, nous avons eu, bon an, mal an, nous avons eu à l'arrivée de 3% de nos surfaces qui étaient prévus en emblavement et qui n'ont pas été semés. 3%, ça peut paraître peu, mais c'est énorme au niveau de la production nationale. Et puis c'est surtout le signe qui nous fait réagir en nous disant, voilà, il y a un problème, est-ce que ça ne va pas non plus continuer dans ce sens, ce qui serait dramatique pour notre filière. L'irrigation est tellement essentielle que nous prônons le fait de stocker l'eau l'hiver quand elle est présente, quand elle est abondante. Généralement, en France, on est un des pays qui est largement arrosé par rapport à d'autres pays d'Europe et du monde. Nous avons de l'eau, mais encore faut-il qu'on se dote et qu'on se donne des moyens pour justement pouvoir la stocker l'hiver quand elle est en abondance, quand il y en a trop, et pour l'utiliser l'été s'il y a besoin pour irriguer justement nos cultures légumières.
La dynamique de gestion, raisonnée, engagée et accélérée, donc la gestion collective de l'usage de l'eau. Donc nous participons, chacun dans sa région, chacun dans son domaine, nous participons à cette gestion de l'usage de l'eau. Oui, bien sûr, nous sommes complètement d'accord et nous comprenons complètement qu'il y ait besoin d'une gestion collective parce que l'eau est un bien commun, c'est un bien dont tout le monde a accès, tout le monde a besoin. Donc nous devons justement participer à cette gestion. Après, la question, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la vraie question, c'est de savoir, est-ce que nos productions de légumières sont prioritaires, oui ou non, parce que concrètement, nous contribuons fortement à notre souveraineté alimentaire en France. Donc on pose vraiment la question aux citoyens de savoir, et à nos responsables, à nos élus, de savoir s'il y a des productions qui sont prioritaires, oui ou non. Merci Jean-Claude. Je me permets d'ajouter une précision parce que je ne l'ai pas dit précédemment et aussi pour donner du sens à l'objectif que vous avez vu dans l'engagement précédent d'avoir par exemple 100% des surfaces cultivées avec au moins une solution alternative aux produits et aux solutions actuelles. C'est de vous rappeler que l'une des missions premières et la mission et l'activité principale de l'UNILET, c'est de mettre à disposition de notre filière des plateformes d'essais techniques, des parcelles d'essais dans chacun des bassins de production de France pour aller tester, développer ces solutions alternatives et les mettre à disposition. Ce dont nous avons besoin, c'est de financer ces travaux pour que nos ingénieurs agronomes puissent travailler justement au développement de ces techniques. Voilà, c'est un petit rappel sur l'activité de l'UNILET. Très rapidement, un dernier exemple illustratif de ces engagements, cette fois-ci sur la partie plutôt sociale, effectivement, celui de pérenniser la production légumière française destinée à l'industrie. C'est assez simple. Pas d'eau, pas de légumes. On peut faire la même chose avec pas d'agriculteurs, pas de légumes. Aujourd'hui, un agriculteur, un producteur sur deux proches du départ de la retraite et producteur de légumes n'a pas de successeur désigné ou identifié. C'est une problématique qui n'est pas spécifique aux légumes, elle est présente sur notre activité. Donc notre enjeu, c'est de s'assurer effectivement que nous arrivons d'ici à 2027 à maintenir le nombre de producteurs de légumes pour pouvoir continuer à alimenter et ne pas surtout continuer à subir l'érosion des volumes et des surfaces disponibles pour notre filière. Donc voilà un engagement simple, pratique, mais extrêmement important qui vient illustrer aussi nos axes de travail dans cette démarche responsable. Voilà, l'idée c'était vraiment de vous donner une démarche d'ensemble de ce plan. Et puis le dernier point qu'on souhaitait partager avec vous, c'est aussi vous donner notre point de vue sur la préparation du plan de souveraineté fruits et légumes auquel nous avons eu la possibilité d'être associés et qui sera révélé dans les semaines qui viennent. Voilà, donc je vais vous faire un petit récapitulatif en fait des éléments dans lesquels nous avons été associés dans le cadre de ce plan de souveraineté. Déjà, pourquoi ce plan? Parce qu'on assiste à une dégradation accélérée de notre compétitivité, on l'a évoqué précédemment, avec en premier symptôme le déficit de notre balance commerciale. Les crises exceptionnelles du Covid, la guerre en Ukraine ont replacé au niveau des Français la préoccupation de la souveraineté alimentaire de nos filières agricoles au cœur de leurs préoccupations et donc de l'État. Et aujourd'hui, on peut saluer effectivement pour notre secteur fruits et légumes l'intention du gouvernement de se mobiliser sur notre secteur en particulier, puisque nous subissons une dégradation accélérée de notre compétitivité et du coup de nos productions et capacités productives en France, mais à la fois aussi la méthode qui a été relativement participative. Et donc on tient à le signaler. Aujourd'hui pour nous, il s'agit de savoir si les moyens seront à la hauteur des ambitions et des annonces affichées par le ministre. Donc concrètement, ceux qui ont besoin de rattraper quelques étapes parce que le plan de souveraineté, tout le monde n'est pas forcément en fait, vous avez dans vos dossiers de presse une frise qui récapitule les différentes étapes que nous avons eues ces derniers mois, précédemment au moment où nous sommes aujourd'hui. Donc dans les exercices qui nous ont été demandés par le ministre, on nous a demandé d'abord, au niveau des secteurs du fruit et des légumes, de nous positionner sur les objectifs réalistes qu'il semblait possible d'atteindre à l'horizon de 2030 pour reconquérir une souveraineté. Donc là-dessus, nous sommes appuyés sur deux ambitions. La première, très simple, reconquérir des capacités productives. Et là-dessus, notre niveau d'ambition s'est fixé sur le niveau que nous avions, en gros, il y a 10 ans.
Et la deuxième ambition, pour nous, c'est important. Nous sommes un produit et des légumes qui sont essentiels dans l'alimentation des Français. Nous sommes un enjeu de santé publique majeur. Aujourd'hui, 46% des consommateurs français sous-consomment encore des fruits et légumes par rapport aux recommandations du PNNS. Et donc, il nous paraissait important d'intégrer dans nos ambitions un objectif d'augmentation de la consommation des plus petits consommateurs, donc ceux qui sont en dessous de 3,5 portions par jour. Et donc sur ces populations-là, d'avoir l'ambition d'augmenter de 1 portion, donc 100 grammes, de légumes par jour à l'horizon 2030. Ça veut dire pour la part qui nous revient aux légumes transformés, 25 grammes de légumes transformés à fournir pour cet objectif. Donc ces deux objectifs cumulés, ça veut dire globalement une augmentation de nos capacités productives, de production et de transformation de 200 000 tonnes. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous produisons plus de 600 000 tonnes aujourd'hui en France et nous transformons. Donc voilà, ça permet dans un premier temps déjà de calibrer l'effort. À quoi doit servir ce plan? Il doit servir à nous permettre d'accompagner, de moderniser, de défendre la compétitivité de nos capacités productives actuelles et de redéployer nos capacités productives en développant 200 000 tonnes de production supplémentaire. Donc là-dessus, le futur plan sera structuré en 4 axes. Vous les avez sur la gauche de la slide. Et donc, pour résumer nos positions, donc le premier enjeu autour de la protection des cultures, je pense qu'on en a largement parlé. Vous voyez, nos filières sont largement menacées aujourd'hui parce qu'on n'est plus en mesure de maîtriser un certain nombre d'enjeux sanitaires. Pour autant, nous sommes résolument déterminés à faire face à cette situation. Et donc, nous entendons, sur ce premier axe, nous entendons clairement réaffirmer notre position. Vous l'avez vu dans la RSE, et ce n'est pas quelque chose qu'on vous sert en communication, et puis une fois qu'on se retrouve dans les discussions avec le ministère, on tient un autre discours. Non, on est dans la même ligne, dans la même cohérence. On ne s'oppose pas aux interdictions. Et je me permets de signaler que c'est une position courageuse dans le secteur agricole. Pour autant, il nous faut des solutions. Donc le premier enjeu sur cet axe et sur les groupes de travail qui ont découlé avec le ministère sur ces enjeux, c'est déjà de partager et d'anticiper les menaces sur nos différentes cultures. Quand arrivent les impasses, quelles sont les priorités? Le deuxième sujet, c'est de se demander comment on peut améliorer le fonctionnement réglementaire. Comment on peut améliorer le fonctionnement de l'administration, qui elle aussi est submergée par la multiplication des problèmes et qui du coup présente pour nous, en conséquence, de gros problèmes de délai dans les traitements des différents dossiers, des différentes questions de solutions. Nous avons besoin de beaucoup d'évolutions réglementaires. Donc là-dessus, nous sommes dans la demande que l'État se dote des moyens nécessaires pour son administration, pour gérer la situation dans laquelle nos filières est confrontée. Sur le deuxième axe, nous souhaitons soutenir la modernisation et l'adaptation des capacités productives pour regagner durablement compétitivité. Je pense que c'est logique. On vous a expliqué une ambition de développer de 200 000 tonnes de capacités productives, mais aussi une ambition à défendre aussi déjà l'existant. Et donc effectivement, là-dessus, nous avons besoin de regagner en compétitivité. Donc ça veut dire des investissements pour réduire les coûts de production, des investissements pour accompagner notre production et notre transformation dans la décarbonation de ces activités, des investissements pour soutenir le développement de pratiques agroécologiques et des investissements pour diminuer la pénibilité du travail. Voilà nos points de chute et nos revendications prioritaires, les sujets sur lesquels doivent porter l'accompagnement de l'État pour nos filières. Troisième volet, essentiel, donc là je pense que vous l'avez déjà compris, la recherche, l'innovation. Nous avons besoin d'un choc d'investissement en recherche et en innovation. Nous avons le devoir de trouver des solutions aux multiples problèmes techniques auxquels notre filière est confrontée, en particulier à l'amont, au niveau agricole. Voilà, donc là-dessus, pour nous, un point majeur, c'est tout simplement le fait qu'il y ait une réelle augmentation conséquente et accessible à nos filières des soutiens de l'État pour les moyens de recherche. On vous l'a dit, nous consacrons déjà 3/4 de nos moyens de recherche collective à la transition de nos pratiques via l'interprofession. Nous avons besoin aujourd'hui d'un renforcement de l'État sur l'accompagnement en recherche. Et le quatrième point,
Voilà, il est un peu particulier. Le premier point, c'est que nous ne souhaitons pas, et nous souhaitons signaler que pour nous, il est important que l'État ne dilue pas les moyens publics dans la réalisation de promotion. On pense que ce n'est pas son rôle. À l'inverse, on pense qu'il est important que l'État ne se désengage pas de l'accompagnement de nos filières dans les campagnes d'information et de pédagogie. Et nous souhaitons aussi qu'il soit actif, on l'a dit, pour atteindre le redéveloppement de la consommation de légumes chez les petits consommateurs, qu'il reste et qu'il soit actif dans la pédagogie, notamment auprès des enfants, dans l'éducation culinaire, pour réinscrire la consommation de légumes dans les habitudes en augmentant les parts de légumes. Voilà. Donc, du coup, là-dessus, le dernier point, c'est évidemment d'avoir un message qui porte tout autant le légume frais et transformé dans ses messages pédagogiques. Voilà. Je vous remercie et n'hésitez pas si vous avez des questions. Ce sera notre dernier mot avant de pouvoir répondre à vos questions. J'espère que vous l'avez compris. Nos conclusions et nos messages sont simples. Les Français, les consommateurs, les consommatrices aiment nos légumes. C'est une excellente nouvelle. Ils en demandent plus. Nous les aimons aussi. Et nous tenons à ce qu'ils puissent être disponibles à l'avenir dans la même quantité, dans la même qualité, tout en répondant à l'ensemble des attentes sociétales également de la société civile, de nos consommateurs, de l'ensemble des parties prenantes. Nous sommes mobilisés, engagés avec ce projet. On vous l'a dit, on veut faire notre part. On a une partie des clés et des solutions entre nos mains. On a aussi besoin de le faire savoir et on a aussi besoin de faire appel à l'aide et au support de la force publique notamment, mais pas exclusivement. Et c'est tout le sens de cette démarche que l'on veut inclusive, bien évidemment. Voilà. En vous remerciant bien sûr tous de votre présence aujourd'hui parmi nous, en espérant avoir répondu à vos attentes. Et à une prochaine fois également à tous ceux qui ont pu nous rejoindre connectés, en espérant les avoir avec nous la prochaine fois. Une très bonne journée à tous. Merci.